Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bienvenue, merci d'être venu pour cette table ronde assez exceptionnelle. Donc, alors, je constate qu'en fait, la nature humaine est quand même faite de la même façon, quels que soient les âges, en fait, tout le monde se regroupe au même endroit. En fait, il n'y a pas de capacité à se disperser dans la salle. Mais en tout cas, très heureux de vous avoir sur cette table ronde, qui est un sujet clé, puisque au-delà du sujet très normé de l'emploi et des compétences, on va parler de vous. On va parler de vous parce qu'en fait, vous allez représenter 50% de la population active en 2030. Et donc, vous êtes déjà à la manœuvre, vous êtes déjà concerné. Et je dirais que là-dessus, quand on regarde peut-être en dehors de quelques-uns d'entre nous, mais vous portez déjà une lourde responsabilité par rapport à l'avenir de la planète d'ici à 2050. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir avec Nathalie. Donc Nathalie Rolling, qui est administratrice du Living Lab, donc le tiers-lieu qui est dédié à la rénovation énergétique. Donc d'accueillir également nos représentants, donc nos intervenants. Donc ces intervenants, donc les modalités d'intervention. Donc on va s'adapter aussi au format. On va adapter le format, on va dire au public. Et nous ne serons pas sur 1h10, 1h15 de longs monologues avec un discours très descendant. Donc n'hésitez pas à intervenir. Et donc, je salue Gwenaëlle Verrier, architecte de Positive Archi. Bonjour. Bonjour Gwenaëlle. Ensuite, Jocelyn Gac, directeur R&D, recherche et développement des Compagnons du Devoir. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Ensuite, Adrien Rossi, donc consultant en stratégie bas carbone, président de C2E Connect. Bonjour Adrien. Nicolas Gentner, qui est ingénieur construction bois. Bonjour Nicolas. Bonjour. Christophe Luttmann, directeur commercial de Drill It. Et puis... bonjour Christophe. Bonjour Franck, merci pour cet accueil. Bienvenue. Et puis donc ensuite, Stéphane Marcignac, président de Sauter Régulation SAS. Bonjour à vous, donc merci d'être présent. Et alors... Du coup, j'ai pas l'habitude d'avoir un micro comme ça, et comme je ne veux pas rester derrière le pupitre. Alors, nous allons commencer notre débat par un constat. Je l'évoquais tout à l'heure. Vous avez peut-être pu le voir dans différentes tables rondes. Enfin, vous ne pouvez pas passer en dehors de la Coupe du Monde, bien évidemment, qui se passe au Qatar. Donc, vous ne pouvez pas louper les enjeux climatiques. Et j'aime dire en ce moment que l'humanité est confrontée aux 3 plus grandes mutations qu'elle n'a jamais connues simultanément. C'est que la première mutation, je dirais même la crise, c'est la crise énergétique, c'est la crise climatique, plus précisément. Et donc, c'est en train de modifier en profondeur nos usages, en profondeur notre comportement et même, je dirais, notre façon de vivre. Le deuxième, c'est la technologie. Vous êtes, vous, principalement concernés, des digital natives. Vous avez votre smartphone, c'est le prolongement de vous-même. Vous êtes totalement dans le sujet. Quand nous en parlons, vous le vivez. Donc ça modifie également profondément notre société. Et donc le troisième sujet, c'est un changement de société. Nous étions dans les générations d'avant dans la compétition. Aujourd'hui, on parle plus de coopétition. Donc vous êtes à travailler en meute, vous travaillez ensemble, vous réinventez les modèles pour une société plus collaborative, plus transverse, et donc inventer un nouveau modèle de société avec son lot de ZFE, de ZAN, de décarbonation. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est un enjeu clé que sont les compétences et les emplois. Vous êtes un sujet clé. C'est-à-dire que il ne se passe pas une journée sans que l'on parle de ces jeunes. Comment attirer ces jeunes, comment les faire venir. Alors quel que soit le secteur, que ce soit la restauration, que ce soit la construction, que ce soit l'automobile, que ce soit l'aéronautique.
Donc la grande question, c'est comment faire pour que vous puissiez, on va dire, participer à ce grand projet de la construction et de la décarbonation des bâtiments. Et donc là, nous avons beaucoup de chance puisque Nathalie a pu faire le tour on va dire, de quelques étudiants qui sont dans cette salle pour prendre la température, si on peut dire, et puis donc poser un premier constat. Donc avant d'aborder les différents sujets de cette table ronde et interviewer nos intervenants, c'est comment vous voyez les choses par rapport à la décarbonation dans la construction. Oui, alors bonjour à tous. Je vais m'enlever parce que je sens le micro derrière moi. Alors, le jeu de cette partie, en fait, c'était d'une part, et d'ailleurs tous les intervenants ici ont joué le jeu, de se faire filmer et de proposer une vidéo à la fois de la présentation de leur entreprise et des compétences qu'ils ont besoin aujourd'hui au sein de leur société et de vous les montrer. Alors j'ai montré ces vidéos à 80 étudiants, dont une partie de Coufignal, donc dont vous faites partie. 80 étudiants qui sont à la fois, alors dans les métiers différents, hein, il y a des architectes, des designers d'intérieur, génie civil, génie climatique, des menuisiers, des charpentiers. Alors les étudiants en système de construction et d'habitat, c'est vous. Voilà. Et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Il y a aussi du génie civil, génie énergétique, plasturgie et topographe. Donc, pour vous donner un peu le panel des écoles et des représentations des métiers que j'ai interviewés, et à la vue des vidéos, alors il y a déjà quelque part, alors je vous laisserai intervenir, je vous laisserai donner votre avis aussi si vous le souhaitez. Déjà à la vue des vidéos, on s'est dit bon, les témoignages des entreprises rassurent un peu. Quelque part, il y a effectivement les entreprises se préoccupent du climat, c'est pas forcément visible de l'extérieur, c'est pas forcément habituel de le voir, et les décodages sont pas forcément faciles. Et puis les étudiants ont aussi choisi cette filière parce que c'est quand même des filières du bâtiment, parce qu'ils ont envie à un moment donné de se préoccuper du climat, de contribuer à la filière du bâtiment et en lien forcément à la décarbonation. Et donc nous avons aussi, il y a aussi un constat teinté de réalisme par rapport à ces enjeux-là. Alors, le réalisme est un peu plus cru et un peu plus dur, effectivement, parce que ce que je dis là, c'est pour l'ensemble des 80 étudiants. C'est pas forcément Coufignal, mais c'est aussi plus globalement, ils n'ont pas forcément d'espoir pour l'avenir, parce qu'ils n'ont pas forcément une vision longue, et puis ils pensent que le temps est trop court par rapport aux enjeux et à une décarbonation totale en 2050. Ils ont dit également qu'en fait, on parle des jeunes, on leur dit vous êtes les responsables, vous allez avoir le climat en main, c'est vous les décideurs. En fait, ils ont l'impression qu'on leur renvoie un peu la patate chaude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait réellement, mais comment est-ce qu'on peut intervenir? On ne sait pas comment on intervient. On est trop petit par rapport à l'enjeu mondial aujourd'hui et se trouve en tongue devant l'Everest, quelque part. Donc, si je peux me permettre cette image. Et ils ont l'impression qu'en fait, aujourd'hui, les gens dans les décisions s'en lavent un peu les mains. Et puis, les générations futures, il faudra bien qu'ils se contentent de résoudre le problème. Alors, nous en arrivons au premier sujet de cette table ronde, décarbonation et entreprise. Alors, aujourd'hui, Nathalie, donc, dans le prolongement de ce que tu viens d'évoquer, eh bien, quelle est la perception de ces étudiants vis-à-vis de la décarbonation des entreprises, du rôle des entreprises dans la décarbonation? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément visible. On voit la réalisation, on voit qu'il y a des efforts de fait, on voit qu'il y a des dépenses énormes, mais en réalité, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça contribue, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact. Il y a vraiment un décalage, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la parole et les actes. De manière générale, un exemple, c'est on nous dit il va falloir construire bois, il va falloir construire résilient, mais en fait, le gouvernement annonce la privatisation de l'ONF. Donc, il y a vraiment deux langages. Et comment est-ce qu'on peut leur expliquer aujourd'hui que, quelque part, on se préoccupe de ces enjeux et on arrive à répondre, quelque part,
à leur vision des choses, à comment est-ce qu'on peut identifier la façon de faire aujourd'hui dans ce contexte actuel. Donc, de manière globale aussi, ils étaient quand même un peu rassurés parce que, un peu à l'écoute des vidéos parce que, par exemple, la géothermie, ils connaissaient pas du tout. Donc ça, c'est un point. Non, mais c'est un point important aussi, c'est que quelque part, on a su aussi les informer, on a su les toucher, on a su quelque part donner quelques billes d'éléments pour pouvoir commencer à communiquer dans leur monde. Voilà. Alors, il y a un sujet qui ressort aussi, c'est la notion de géothermie. C'est un sujet, on sait clairement que depuis des années, quand même, la géothermie s'inscrit profondément dans les enjeux écologiques, dans la décarbonation. Et là-dessus, je me tourne vers Drillit, donc vers Christophe, qui aujourd'hui, quelles sont les solutions autour de la géothermie et comment la géothermie contribue-t-elle à l'accélération de la décarbonation ? Ça fait beaucoup de questions en une, mais le premier point, je pense, à distinguer, c'est les formes de géothermie, parce que les gens font un petit peu l'amalgame. Et il faut bien distinguer les géothermies électrogènes, comme son nom l'indique, qui sont faites pour faire de l'électricité et qui peuvent potentiellement provoquer des problèmes que vous avez connus localement. Des géothermies pour des réseaux de chaleur, qui sont bien connus du bassin parisien. On va exploiter des gros aquifères profonds pour faire des réseaux de chaleur, une solution tout à fait maîtrisée et sans risque. Et puis la géothermie de surface, assistée par pompe à chaleur, qui a vraiment le vent en poupe et qui est en train de tout exploser en ce moment. Quand vous avez une pompe à chaleur, elle peut travailler sur un vecteur air, sur un vecteur eau ou sur un vecteur sol. Tous les sous-sols sont forables et tous les sous-sols sont géothermiquement exploitables. Vous pouvez faire de la géothermie sur 99% du territoire. Soit vous avez accès à un aquifère qui est exploitable, c'est une nappe d'eau, comme ici. Le contexte hydrogéologique est très favorable. Vous pouvez mettre un puits d'aspiration, un puits de rejet, vous pompez les calories et vous alimentez une pompe à chaleur. Si vous n'avez pas d'eau, si vous êtes sec, vous pouvez basculer sur des solutions en circuit fermé. Le meilleur exemple, ce sont les sondes géothermiques verticales. Ce sont des échangeurs, des tubes qui descendent entre 100 et 200 mètres de profondeur, qui vous permettent de soutirer à peu près 15 000 à 20 000 kWh d'énergie par ouvrage. Et vous pouvez faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, du rafraîchissement passif, qu'on appellera du géocooling à l'intersaison, du rafraîchissement actif qu'on peut comparer à de la climatisation. En période de grand froid, vous pouvez faire des appoints avec des systèmes fossiles ou ENR, et puis vous pouvez combiner vos sondes géothermiques avec différentes sources d'énergie, du solaire thermique, de la fatale ou autre, faire des solutions évolutives et mixtes et hybrides pour améliorer les niveaux de performance. Donc tout ça, ça fonctionne très bien, à tel point que les derniers objectifs de la PPE, vous savez, la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est fait suite à la SNBC, à la stratégie nationale bas carbone qui a été mise en place en 2015, ont revu significativement les objectifs de la profession à la hausse. Aujourd'hui, on a un parc existant qui fait à peu près 4,7 TWh d'énergie géothermique installée en France sur pompe à chaleur. On a un objectif à 8 TWh pour 2028 et 15 TWh pour 2033. Donc là, il faut qu'on monte significativement en l'espace de 4 ans. Et après, il y a un kick, un x2, de 8 à 16, à faire de nouveau en 5 ans. Donc ça, c'est possible seulement si on structure, si on transmet le savoir, et si la jeunesse a envie de prendre la relève. Mais j'ose penser que vous avez compris que la révolution énergétique, c'est pas en passant d'une chaudière fuel à une gaz condensation qu'on va s'en sortir. Et ça peut paraître d'une banalité affligeante, mais l'avenir résidera sûrement sur un mix. On va composer avec tout un panel de solutions qui est à disposition. Et il appartient tout à chacun de se poser les bonnes questions. Voilà. C'est bon pour une intro ? Ah, c'est très bien. Ça va ? Ok. Très bien. Mais alors justement, moi pour le coup, Christophe, je vais passer la parole à Stéphane, parce que là on a géothermie, on a Sauter Régulation aussi aujourd'hui qui intervient, qui travaille sur la régulation thermique du bâtiment. Quels sont les enjeux et l'engagement en termes de décarbonation ? Je dirais que l'enjeu et l'engagement de Sauter, on est spécialiste de l'hymotique des bâtiments, c'est-à-dire qu'on conçoit des solutions et des produits pour optimiser le suivi des consommations énergétiques. Alors, ce que l'on fait, on le fait depuis de nombreuses années, hein, mais c'est vrai qu'avec la situation actuelle, ça s'est vraiment, vraiment accéléré avec l'apparition notamment du décret tertiaire dont vous avez sûrement entendu parler. Et aujourd'hui, nos solutions qui étaient fortement électroniques, hardware, bascule avec les innovations technologiques vers de la digitalisation. Donc, je dirais que des solutions digitales sont a priori moins polluantes et plus décarbonées que des solutions hardware et produits. Voilà comment on joue. Alors après,
on est confronté, nous, par rapport à ces évolutions, surtout à une évolution des compétences, des collaborateurs, où on avait énormément de collaborateurs qui étaient du génie électrique, du génie climatique ou du génie informatique classique, et que l'on doit former, qui ne sont pas nés avec la digitalisation, et que l'on doit former pour accompagner toutes ces transformations. Alors, avant d'aborder la digitalisation dans le cadre de la décarbonation, alors je m'adresse à nos intervenants. Vous avez une réaction par rapport à ça et peut-être aussi à cette notion de greenwashing? Ce que l'on entend, c'est que finalement, nous sommes, d'un côté de la barrière, à avoir de grandes idées, de grands projets, des grandes intentions, et que finalement, du côté de la jeune génération, le discours entendu n'est pas forcément le même. Est-ce que vous souhaitez réagir? Gwenaëlle, vous me regardez. Je sais que dans nos précédents échanges, c'était un sujet qui vous tenait à cœur. Oui, en fait, on ne peut pas échapper au greenwashing si on ne réfléchit pas à chaque sujet et qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à chaque sujet de manière presque unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voudra vous dire « Ah, mais il y a une solution, et c'est la même pour tout le monde, et c'est parce que c'est cette solution-là qui est la meilleure qu'il faut que vous la pipiez partout », il y aura du greenwashing. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'échelle qui se passe tout aussi bien dans l'effet décarbonation que dans l'idée, par exemple, d'économiser l'énergie. Bien sûr que c'est naturel, les entreprises vont essayer quelque part de tirer leur épingle du jeu. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important pour vous, en particulier, qui étudiez les solutions pour le logement et l'habitat, de réfléchir en fonction du terrain sur lequel vous êtes. C'est-à-dire, quand on parle de mix d'énergie, ils ne peuvent pas être les mêmes partout, puisque rien que l'orientation que vous aurez pour les bâtiments transformera la façon dont il est capable de capter de l'énergie. Donc ça veut dire que le plus important pour moi dans tout ça, pour éviter le greenwashing, c'est la réflexion. C'est-à-dire, c'est vos cerveaux qui permettent de, à chaque fois, savoir être honnête sur toute la ligne. Regardez si ce que je fais, c'est pas juste une solution parce que, allez, j'en ai marre, j'ai pas le temps. On m'a dit, dépêche-toi de finir ton projet, là. Et donc, je réfléchis pas et j'applique une solution toute bête parce que je l'ai déjà vue 30 fois. Non. Chaque fois, prendre le temps de la réflexion sur chaque projet parce que c'est ça qui permet de faire, effectivement, efficacité énergétique, pragmatisme, économie d'énergie. Je suis assez en phase avec ça. Ce qu'on attend de la nouvelle vague, c'est-à-dire vous, c'est de casser un peu avec les anciens codes, quoi. Arrêtez de faire ce qui a été fait. Beaucoup se contentent de reproduire ce qu'ils ont fait pendant des années parce que ça fonctionne. Pourquoi changer? Si on change, ça coûte trop cher. Mais c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des promoteurs et des acteurs qui vous demandent un bilan carbone divisé par 10 et un retour sur investissement à 5 ans. Mais ça marche pas comme ça. On sait aujourd'hui que si on veut faire des efforts pour la planète, ça a un coût. Il faut avoir une vision à long terme. Si on est court-termiste, on n'y arrivera pas clairement. Et ça, c'est vous qui allez insuffler cette nouvelle dynamique. Nous, on est un petit peu en train de poser les fondations. On bâtit, mais le gros du travail, c'est vous qui allez l'avoir. La patate chaude, elle est pour vous, hein, clairement. Enfin, je suis désolé, mais c'est la vérité, quoi. Alors justement, en parlant de patate chaude, on vous la passe, la patate chaude? Vous avez une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Est-ce que ça vous paraît vraiment sonner juste sur les retours qui ont été faits ou... Oui. Donc évidemment, nous, c'est quelque chose qui nous concerne et qui nous intéresse, hein, toute cette transition écologique qui nous concerne tous ici. Et tout ce que vous dites, ça nous parle. Alors nous, dans notre BTS, on parle peu sur ça la dernière fois où je vous avais dit que tout ce qui était pompe à chaleur, on connaissait pas bien. On parle peu du moyen de chauffage, etc. On est plus sur la conception et la mise en œuvre. Mais dans ce que vous avez dit à l'instant sur la réflexion de ces bâtiments, moi j'ai une question qui me vient actuellement, c'est est-ce que ça concernerait pas juste une élite jusqu'à présent et comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir ça à tout le monde? Parce qu'actuellement, je trouve ça super intéressant de s'ouvrir à cette réflexion systématique de quels moyens va être mis en œuvre pour tel bâtiment et tel bâtiment, mais ça fait monter des devis monstrueux et actuellement, alors je vois suite à cette crise Covid par exemple, et tous les projets qu'il peut y avoir, donc des déménagements, etc. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus se permettre dans leur région. Alors moi je viens des Hautes-Alpes, mais dans les Hautes-Alpes, c'est pas ici. Dans les Hautes-Alpes, les locaux ne peuvent plus construire. Justement parce qu'il y a cette migration et quand ils construisent à chaque fois c'est des maisons qui sont aberrantes d'un point de vue écologique et thermique parce qu'il n'y a pas le budget, il n'y a pas les aides qui leur permettent d'arriver à accomplir ces objectifs.
Alors, je peux que répondre du point de vue de l'architecte, je sais pas, du point de vue de l'entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, justement, si on s'adressait uniquement à une élite parce que c'est trop cher, ça servirait à rien, puisque le but c'est de le faire pour le maximum de logements. Donc il y a deux choses là-dedans. Déjà, la première chose, c'est quand même l'éducation, c'est-à-dire qu'on est encore souvent dans un modèle qui veut que il y a rien de mieux que d'avoir son petit pavillon avec son petit terrain de pelouse autour, n'est-ce pas? Parce qu'il faut tous qu'on ait une maison individuelle, alors que, preuve en est faite pour des personnes qui vivent en ville, en autopromotion, etc., on peut très bien vivre dans un logement qui en lui-même sera peut-être un peu plus petit, mais qui sera moins énergivore, où il y aura des espaces partagés, etc. Donc déjà, il y a une question d'apprendre à la personne à qui on s'adresse que peut-être ces modèles tout faits, pour un même investissement, il va mettre plus d'argent dans son rêve, son rêve tel qu'il croyait tout fait, que s'il réfléchit à son rêve autrement, avec le même investissement, obtiendra une meilleure qualité de vie. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'en tant qu'architecte, on a des clients qui viennent vers nous. En tant que maître d'ouvrage, ils nous disent quel est leur budget. Donc, s'ils viennent vers nous, moi en particulier, ils viennent vers moi par rapport aux biosourcés et aux énergies positives, je vais tout de suite leur annoncer la différence de coût au niveau matériaux, puisque je la connais, j'ai l'habitude de travailler avec les entreprises. Je leur annonce cette différence, je leur dis, dans votre projet, on va faire des efforts là où on peut les faire, que ce soit en surface, mais le plus souvent, c'est même pas en surface. Le plus souvent, c'est en équipement ou en phasage de certains équipements. On va faire des choix pragmatiques pour que des choses qui coûteraient très cher, on va pas les faire, ou alors on va mettre la main à la pâte. Mais on arrive au final, toujours avec le client, à faire des choix pour que ce soit faisable. C'est-à-dire que construire écologique ne coûte pas forcément beaucoup plus cher aujourd'hui. Par contre, ça marche avec qui? Ça marche avec les gens qui ont pris le projet à l'avance. Si on vient me voir et qu'on me dit « Ah, mais pour l'année prochaine, je veux avoir construit tant, je veux que ça coûte pas cher et je veux tant de mètres carrés », je dis tout de suite au client que ça va pas être possible. Parce qu'il va falloir réfléchir, ne serait-ce que par exemple, à où est-ce qu'on va sourcer les meilleurs matériaux. Avoir les bonnes entreprises qui coûtent un peu plus cher, c'est possible que si on accepte aussi leur calendrier. Et donc, tous les choix qu'on doit faire prennent un peu plus de temps. C'est ça surtout. C'est que quand on n'a pas trop... C'est toujours la même chose. On n'a peut-être pas trop de sous, mais on a plus de temps. Ou alors, on a moins de temps, on a plus de sous. Il faut faire des choix sur le temps aujourd'hui. Je pense que c'est la valeur la première qu'on a, à la fois en termes d'études et en termes pour les entreprises, parce que les entreprises, quand on les presse tout le temps, elles peuvent pas travailler avec la même qualité, puis elles vont faire moins d'efforts aussi sur le plan budgétaire. Alors moi sur ce sujet-là, j'aimerais compléter avec Nicolas. Nicolas, vous êtes sur la construction bois, donc c'est un sujet qui est hautement d'actualité aujourd'hui. Vous m'avez expliqué dans les précédents échanges que même la filière bois aujourd'hui est confrontée à des problématiques, notamment au niveau du réchauffement climatique. Sur l'évolution des essences de bois, l'évolution du comportement du bois avec l'évolution du climat. Et puis, vous êtes en première ligne pour l'évolution des process aussi sur la construction. Donc, qu'est-ce que par rapport au sujet que nous abordons, quel est votre retour, vous, en tant qu'acteur de la filière bois? Il y a beaucoup de sujets à aborder en très peu de temps. Donc effectivement, Schilliger est un ensemble de scieries, c'est un groupe familial. Et en fait, quand on parle de scieries, c'est plus les scieries comme on les imaginait dans le temps, ce sont vraiment des process complètement industriels qui sont automatisés. Donc depuis le début de la matière première, qui sont les grumes qu'on reçoit. Donc tout est automatisé parce que ça va passer par des scanners, toutes les informations vont être numérisées jusqu'au produit final sur chantier. Tout ça, c'est parce que ça a plusieurs enjeux. Déjà, c'est l'optimisation de la matière, ou de la ressource, je dirais, c'est-à-dire du bois, mais aussi du temps, du personnel, parce on a aussi on a quand même des difficultés aussi à recruter, à trouver du monde. Donc ça nous a demandé d'automatiser nos process. Le deuxième point, c'est que la filière bois développe la préfabrication depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que c'est en usine qu'on va assembler les éléments, de plus en plus, intégrer les menuiseries, intégrer l'isolant, intégrer les bardages pour livrer un sorte de kit, de Legos pour le chantier. Tout ça, c'est encore pour mieux optimiser la matière et gagner du temps et aussi de la qualité sur le chantier.
Donc, ce qu'on remarque, nous, à notre niveau, notamment sur la problématique du réchauffement climatique vis-à-vis de la matière, c'est qu'on a des essences locales qui souffrent beaucoup avec le réchauffement climatique. On fait face à des crises chaque année de scolytes, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est des insectes qui vont dégrader la qualité du bois sur pied en forêt, parce que le bois souffre des sécheresses. Et donc, ça nous demande de revoir complètement nos modèles, puisqu'on travaille quasiment, l'industrie européenne de l'Ouest travaille quasiment sur une seule essence, qui est l'épicéa. Et donc, tout ça nous demande de revoir à moyen, voire long terme, nos process industriels, puisqu'on va devoir planter de nouvelles essences et apprendre à travailler avec. Une réaction par rapport à ce qui a été dit? Non. Alors, moi, avant de passer donc à un autre sujet qui est important, c'est le digital, c'est le numérique au service de la décarbonation. Donc, comment intégrer le digital dans nos process. Je voulais finir ce premier tour de table avec Jocelyn et Adrien. Donc, alors, peut-être commencer par Jocelyn. Donc parce que quand on parle de formation, bien évidemment, on connaît les compagnons du devoir. Jocelyn qui était à la manœuvre, et d'ailleurs tu étais sur une table ronde ce matin sur la décarbonation et sur les enjeux enfin pas les enjeux, mais comment faire pour atteindre 1 million de rénovations par an. Parce que pour le coup, l'objectif c'est bien ça, c'est que on parle de greenwashing s'il n'y a pas d'objectif forcément atteignable. Donc là, c'est de rentrer dans le dur. Donc c'est comment les compagnons du devoir s'inscrivent dans cette dynamique-là, dans l'évolution justement des compétences. Vous êtes déjà en formation, donc je ne vais pas vous vendre le modèle des compagnons du devoir, mais si un jour vous voulez apprendre un métier manuel en voyageant, en parcourant la France et le monde, et en vivant avec d'autres jeunes de votre âge, le compagnonnage est particulièrement adapté. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que ce que vous apprenez en ce moment vous servira toute votre vie de professionnel. La mauvaise, c'est que ça ne suffira pas. Les métiers que vous apprenez aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la formation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais globalement, si vous travaillez dans le bâtiment, ce que je peux d'ores et déjà vous prédire, même si la divination, ce n'est pas du tout ma partie, c'est que l'écosystème professionnel, donc le monde professionnel dans lequel vous allez vivre, il va bouger plus vite que vous. C'est-à-dire qu'avant, il y a une certaine époque, on rentrait maçon, menuisier ou ingénieur dans le bâtiment, et puis on faisait 40 ans de carrière et on n'était pas retourné à l'école. Ça, c'est fini. Les technologies, les techniques constructives, les attentes de vos futurs clients évoluent plus vite que ce que vos compétences que vous avez appris à l'école pourront vous servir. Donc déjà, moi, la première chose que je peux dire, c'est préparez-vous à apprendre toute votre vie. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que finalement, la manière dont vous apprenez aujourd'hui, elle va aussi être canalisée par ça. Ne vous dites pas que quand vous avez le diplôme, vous avez toutes les compétences nécessaires pour pratiquer votre métier. Vous avez les premiers outils qui vous permettront demain de comprendre ce dont on vous parle et de commencer à travailler. Chez les compagnons, nous, on propose ce qu'on appelle des continuums de parcours. Donc, on essaye de proposer des parcours qui vont du CAP au master. Donc, on rentre en CAP chez les compagnons et on peut sortir avec un master dans la construction ou dans d'autres formations, d'autres filières. Et notre propos, c'est de dire, on fait quelque chose qui est linéaire dans les manières d'apprendre. Donc, on passe d'un CAP à un brevet professionnel, à un BTS et après à une licence, etc. Parce qu'on s'appuie sur le fait que une compétence, quand on l'a acquise, elle est maîtrisée. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à la faire progresser. Et si, par exemple, on parle de décarbonation, il faut mettre en place une nouvelle technique pour décarboner, un nouveau matériau ou une nouvelle façon de concevoir. On va s'appuyer sur la compétence précédente pour pouvoir évoluer. Moi, je pense que ce qui est important dans cette idée de se projeter dans un bâtiment décarboné, c'est de se dire que ça ne se fera pas à l'échelle individuelle. Donc, apprenez à travailler ensemble, comme le disait Franck tout à l'heure, et ça ne se fera pas de manière linéaire. Il va y avoir des changements de façon de construire qui vont être
assez régulier, même si on ne va pas forcément tout le temps réinventer des choses. Donc apprenez à faire ensemble et apprenez à apprendre. Je pense qu'en introduction sur les questions de compétences, je pourrais poser ça. Mais tout à fait, je te rejoins pleinement, Jocelyn. C'est vrai qu'il faut apprendre à apprendre. Il faut savoir que l'on va se former tout au long de sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de changement, vous êtes la génération qui va changer en moyenne 7 fois de métier tout au long de sa vie. Parmi toutes les études que l'on peut brasser aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que votre génération, pour 10% d'entre vous, eh bien, considère que le CDI est mort. Purement et simplement. Et donc, votre génération considère que, eh bien, vous passerez par le CDI au départ, et puis très vite vous passerez par, vous allez être stageur, entrepreneur, auto-entrepreneur, création d'activité ou pas, ou salarié, multisalarié. Donc, c'est aussi ça qu'il faut appréhender. Et je voulais passer la parole brièvement à Stéphane avant de revenir sur Adrien par rapport à la formation que vous avez mis en place pour vos collaborateurs seniors. Que finalement, on est dans cette formation tout au long de la vie. Les évolutions technologiques dans notre activité ont été telles très rapidement. En fait, on est passé en 2001, quand j'ai repris la direction, on était encore en électromécanique. On est passé au hardware, donc avec du génie informatique. Et à partir de 2014-2015, on a vu arriver la digitalisation. Donc, on a dû commencer à réfléchir, à former les gens. Alors, donc, on était parti sur l'idée de recruter de nouveaux collaborateurs, mais on n'arrivait pas forcément à les trouver. Donc, ce qu'on a mis en place à la suite, c'est qu'on a reformé nos collaborateurs que l'on avait fidèles depuis de nombreuses années à la digitalisation. Mais comme c'était des gens qui bien souvent n'avaient pas s'étaient pas assis à un banc d'école ou à un banc d'université depuis une vingtaine d'années, il a fallu adapter des formations sur mesure et on a travaillé là-dessus avec l'université de Haute-Alsace et plus particulièrement le réseau télécom. Télécom, je crois, oui, réseau et télécom de l'IUT. Et on a fait des formations intensives par petits groupes, à savoir, et d'une certaine façon, à savoir qu'on a mis 6 étudiants, entre guillemets, avec 3 professeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un professeur qui a enseigné quelque chose, il y en avait 2 qui étaient vraiment en appui des 6 étudiants pour vraiment leur expliquer et compléter l'explication du professeur qui donnait le cours de façon académique. Et ça, on a fait ça de façon intensive pendant une semaine. Et ça, c'est ce qui nous a permis très rapidement de donner les bonnes bases de la digitalisation à des collaborateurs qui sont très compétents en électricité, en informatique ou en génie climatique, mais qui n'avaient pas cette sensibilité digitale que les nouvelles générations vous avez. Voilà. Est-ce que j'ai répondu Très bien. Donc ça vient pleinement. Ah oui, ça vient pleinement compléter ce que l'on vient de se dire. Et donc je vois que ça fait. Je voudrais intervenir d'une manière un peu plus générale. Donc moi je m'appelle Didier Mathis, je suis enseignant au lycée Couffignal en post-bac depuis plus de 30 ans. Et je trouve que lorsqu'on a un échange comme ça entre des professionnels et des étudiants, je pense que c'est bien aussi de savoir à qui on adresse la parole. Et dans les discours que j'entends, il y a plein de personnes qui ne savent pas en quoi consiste leur formation. Et donc, forcément, le dialogue n'est pas forcément évident. Refiler une patate chaude à des personnes qui sont pour l'instant dans une situation d'apprentissage, qui sont encore loin de prendre des décisions, c'est quelque chose qui peut générer de l'inquiétude. Suite à cette inquiétude, on peut prendre le contexte actuel où certains d'entre eux ont traversé la crise du Covid et se sont retrouvés du jour au lendemain enfermés dans un appartement pendant 6 mois, pendant 8 mois sans pouvoir sortir. On leur dit que actuellement le bois il est agressé par les scolytes à cause du réchauffement climatique. Ce sont des décisions qui ont été prises il y a 40 ou 50 ans lorsqu'on a planté massivement des épicéas et notamment le Douglas. Donc ils héritent encore de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Et plus les problèmes de conflits mondiaux, etc. Donc il y a chez les étudiants actuellement, moi je le vois, des choses qui n'existaient pas il y a 5-6 ans, il y a de l'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc ils sont déjà très soucieux de
de se former eux-mêmes et d'être opérationnels. Juste pour situer le contexte, eux, ils s'occupent du système constructif, c'est-à-dire ils partent du dossier de l'architecte et ils font la partie conception, c'est-à-dire comment réaliser les assemblages et comment donc modéliser le bâtiment en 3D. Ensuite, à partir de la modélisation, on pilote des machines à commande numérique qui vont faire un process qui ressemble beaucoup plus par rapport à ce qu'on fait chez les compagnons à un process industriel. Et ils vont aller jusqu'à la réalisation et la mise en œuvre ou le levage sur le terrain. Mais ils ne s'occupent pas du système qui va générer les calories. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment ne pas perdre de calories. Donc c'est pour ça que la géothermie, tout ça, ils y connaissent rien et c'est normal, c'est pas dans leur formation. Et puis en 2 ans, de toute façon, on ne pourrait pas aborder tout ça. Donc c'était juste pour situer un petit peu le contexte par rapport aux étudiants. Il y a de l'inquiétude, ça ne se ressent pas forcément lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on prend des décisions, qu'on est derrière un bureau et qu'on gère du personnel. On ne se rend pas forcément compte qu'il y a de l'inquiétude chez les jeunes. Ça, je vous le dis, c'est réel. Et la deuxième chose, si on fait un focus sur leur formation, vous dites que chez Schilliger, vous avez du mal à recruter. Si je prends cette formation du système constructif, vous avez ici à peu près 25 étudiants, donc première année, deuxième année confondue, c'est-à-dire qu'il y a 12 étudiants potentiellement par an qui quittent le lycée avec un bac plus 2. À peu près entre 50 et 70% vont continuer à faire au moins une licence pour avoir une équivalence d'un diplôme européen, ce qui fait qu'il y a 2 ou 3 étudiants par an qui vont se retrouver sur le marché du travail. Moi, je reçois pratiquement 1 fois par semaine des offres d'emploi. Donc, eux seraient plutôt destinés à travailler dans un bureau d'études ou à faire de l'assistance en conduite de travaux, mais c'est plutôt en bureau d'études qui serait normalement destiné vu leur formation. Et en fait, on pourrait en former 3 fois plus. Pour remplir une classe de 12 étudiants, on a 250 demandes. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose, alors c'est peut-être pas forcément en rapport avec la décarbonisation directement, mais c'est pour situer un petit peu le contexte dans lequel on est au niveau formation. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des compagnons en termes de recrutement, mais c'est-à-dire on pourrait former beaucoup plus de jeunes dans la filière bois, répondre aux attentes des entreprises qui sont en demande, puisque des offres d'emploi, on en a très très régulièrement. Donc je publie aussi les offres d'emploi de Schilliger. On travaille avec Schilliger depuis de nombreuses années. Et donc, c'est quelque chose que l'on pourrait aussi améliorer en formant plus de personnel avec des futures compétences, puisqu'on va leur refiler une patate chaude qui va être colossale, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un point de vue un peu d'un enseignant qui est un petit peu différent de la profession et puis des étudiants qui pour le coup, très inquiet. Pour le coup, ça fait réagir. Moi, le premier, parce qu'en fait, je représente le 3CA BTP, qui représente l'apprentissage au métier du bâtiment, donc qui englobe quasiment 100 000 apprentis par an, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Mais bon, je vais laisser la parole aux intervenants, parce que là, pour le coup, il y a Adrien. Allô. Ouais, je voulais juste réagir du coup sur la partie inquiétude. Moi, je vais pas vous parler formation parce que j'ai bac -1, donc mal placé pour en parler. Par contre, sur le côté inquiétude, je pense que vous avez tous conscience que le monde est inquiétant, qu'on est dans une phase un peu pourrie. Ça va pas aller en s'arrangeant, c'est certain. Je pense pas que le sujet ce soit de vous taper dans le dos et de vous dire tout va aller bien. Le sujet, c'est plus de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez changer les choses. C'est plus ça le sujet. J'ai 30 ans. Il y a 10 ans, moi, on m'a pas expliqué de comment je pouvais m'extirper un peu d'une situation de merde et faire quelque chose de concret pour l'énergie et le climat. Si on me l'avait dit il y a 10 ans, j'aurais gagné probablement 8 ans de ma vie. Et je pense que le sujet est là, c'est de vous donner les moyens concrètement d'agir. Nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, on a un programme sur lequel on bosse actuellement avec le 3CA notamment, qui est le projet des ambassadeurs. Les ambassadeurs de la rénovation énergétique, c'est assez simple. On vous demande de vous former très légèrement, sommairement, de vous sensibiliser aux questions de rénovation énergétique. On ne veut pas que vous soyez des experts, ce n'est pas le sujet. Mais que vous ayez les éléments pour pouvoir maîtriser quand même deux, trois sujets sur la réno. Et ensuite, on va vous demander concrètement d'aller voir votre famille, des amis, des proches, 5 parents, pour leur expliquer même ce qu'est la rénovation énergétique, et véhiculer la bonne parole pour que ces gens que vous allez rencontrer lorsqu'ils seront face à un sujet de rénovation énergétique aient les bons réflexes pour pouvoir faire les bonnes choses. C'est le sujet en rénovation énergétique, c'est le gisement de travaux, on sait qu'il y est.
L'argent, on sait qu'il y est aussi, même si effectivement au niveau aide financière, c'est pas forcément là, mais les ordres de grandeur sont pas respectés, mais il y a quand même des gisements. Le problème, c'est que les travaux sont mal faits, extrêmement mal faits. L'isolation à 1 euro, ça a été un ignoble. Là, on est sur de la pompe à chaleur à tout va, sans avoir isolé préalablement le bâti. Donc les politiques publiques sont en décalage avec la réalité concrète de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue rénovation performante. Je pense que le sujet, c'est que vous, nous, notre génération des 90-2000, soit en mesure de pouvoir prêcher la bonne parole et faire ce gap, ce saut supplémentaire, ce travail supplémentaire. C'est chiant, mais c'est à nous de le faire. Vous ne serez pas payé pour, vous n'allez pas gagner des millions d'euros parce que vous allez dire à votre mamie comment rénover votre logement. Mais c'est ça que je pense qu'il faut faire. C'est vers ça qu'il faut tendre, faire le travail supplémentaire, faire un peu plus, systématiquement. C'est comme ça, je pense, le meilleur moyen de pas se rouler en boule et de pleurer tous les soirs, c'est d'agir concrètement pour changer notre monde. Tout ce qu'on peut faire. C'est déjà pas mal, quoi. Alors, je préciserai quand même qu'ils en ont bien conscience, je crois, réellement. Et dans toutes les remarques qui m'ont été données, c'était la première chose, c'est que, OK, le numérique, il en faut. Le numérique, ça permet de diffuser de l'information, de communiquer, mais ils pensent que la technologie, la croyance que la technologie va changer le monde est révolue. Je crois que la première des choses, c'est changer le mode de vie, changer la façon de vivre et que tout le monde s'y mette. C'est surtout quoi faire, parce que le débat, l'information publique qu'on a depuis 10 ans, qui consiste à dire attention, on va tous cramer, c'est bien beau, mais ça ne dit pas ce qu'on peut faire. Donc le sujet, je pense, c'est arrêter d'être forcément alarmiste et se concentrer sur les solutions, parce que les solutions, il y en a. Et c'est ces solutions qu'il faut maintenant véhiculer et diffuser. Faire le travail, tout simplement, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant que société civile, c'est se substituer aux politiques publiques. Les politiques publiques ne font pas le travail, elles ne le feront malheureusement très probablement jamais, à moins qu'il y ait un consensus droite-gauche demain, ça n'arrivera pas. Donc c'est à nous de porter le sujet et de faire en sorte qu'il y ait un consensus au niveau de la société civile. C'est à nous de le faire. Oui, et la transmission de la bonne parole, je crois que c'est ça qui est important, parce que quand ils vont faire des stages dans les entreprises et que sur le site, on voit des labels éco-responsables et que 50% c'est du négoce de produits exotiques, ils peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent pas comprendre que l'engagement n'est qu'à 50%. Et c'est là, effectivement, qu'il faut véhiculer un bon état d'esprit. Pardon, vous avez une question ? Merci. Bonjour. Moi, je fais pas partie de leur formation. Je suis là en indépendante. Je suis étudiante à l'INSA à Strasbourg en double cursus architecte-ingénieur énergétique. Et j'ai un peu deux choses à dire. La première partie, c'est plutôt une remarque ou un questionnement. C'est qu'on parle de nous, du futur, et qu'on est beaucoup de jeunes et d'étudiants dans la salle. Mais jusqu'ici, c'est vous qu'on entend beaucoup parler et parfois à notre place. Du coup, merci des fois de parler pour nous, ou voilà, par exemple récolter et après faire un résumé. Mais par exemple, on aurait pu avoir des étudiants parmi ces noms-là ou des représentants étudiants. Voilà. Et deuxième chose. Du coup, c'est un peu en lien avec tout ce qui s'est dit avant et c'est plutôt une question. Comme je suis en double cursus, je trouve que j'ai une super formation qui nous donne plein de perspectives et des informations sur un peu tous les sujets en lien avec le bâtiment. En lien avec le bâtiment et en lien aussi avec les différentes échelles, parce que par exemple, on fait aussi des projets d'urbanisme. Je me pose un peu cette question dans la formation. Est-ce qu'on n'aurait pas plus à gagner de croiser les regards et les pratiques et de travailler ensemble? C'est pour ça que je dis je rebondis par rapport à ce qui s'est dit avant. Par exemple, on le voit aujourd'hui avec l'ACV, l'analyse de cycle de vie, c'est une approche multiscalaire, multidisciplinaire. Comment est-ce que vous le sentez un peu, ce croisement des disciplines et des compétences du côté du monde professionnel? Je peux témoigner de quelques expériences vraiment réussies. C'est intéressant, les doubles cursus, parce que ça permet de croiser des disciplines qui se parlent pas toujours dans la réalité. Alors du coup, si vous avez une approche déjà de double cursus à l'entrée, c'est intéressant. Chez les Compagnons et avec beaucoup d'autres écoles, dans les Hauts-de-France et ailleurs, on a mis en place des projets transdisciplinaires.
où on a fait dialoguer sciences politiques avec des charpentiers, où on fait dialoguer des urbanistes avec des ingénieurs. On a monté plusieurs projets, notamment un qui est particulièrement intéressant, ça s'appelle le Solar Décathlon. L'idée, c'est de travailler à construire un prototype de maison à l'échelle 1, mais une maison qui est pensée par l'ensemble des disciplines de la chaîne de valeur. Et ce qu'on constate, moi je peux avoir 2 constats et puis peut-être un début de réponse pour l'avenir, finalement, comment ça se transpose dans les entreprises. La première, c'est que aujourd'hui, dans nos enseignements, et pas mieux dans le monde professionnel, on n'a pas de dialogue commun, on n'a pas de langage commun. Je prends l'exemple du terme conception. Pour un archi, ça veut dire conceptualiser. Pour un ouvrier, ça veut dire concevoir, alors que le mot est le même à l'origine. Donc déjà, on a toujours commencé par repartir sur un langage commun, recréer finalement un glossaire de nos échanges. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a passé ce premier cap, et là pour le coup, c'est pas du blabla, on le fait en réel avec nos apprenants, c'est qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, en fait, ça devient magique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'un archi, un ingé et un ouvrier, quand ils discutent, ils ne se contentent pas d'additionner leurs compétences, en fait, ils les subliment. Vraiment. Par rapport à ce que ça crée, au-delà de la compétence technique, c'est la compréhension sociale de l'ouvrage. Et comment ça se transpose dans les entreprises ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est assez nombreux à croire, par exemple, si vous voulez voir des exemples qui fonctionnent bien, il y a les grands ateliers de l'île d'Abo dans la région lyonnaise qui se sont spécialisés dans le fait de faire de la transdisciplinarité. Aujourd'hui, on est assez nombreux à pousser justement pour que cette formation initiale soit de plus en plus transdisciplinaire, parce que ce soit pour eux dans le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, c'est horrible, ça fonctionne par silo. On nous a dit que le numérique allait désiloter tout ça, c'est absolument pas vrai. En tout cas, pas à l'heure actuelle, il faut être très honnête sur le sujet. Par contre, effectivement, se rapprocher de projets transdisciplinaires, ça ouvre vraiment les perspectives. Et moi, dans mon expérience récente, il y a des architectes qui ont fait une césure pour faire 1 an de CAP maçon ou 1 an de charpentier. Et j'ai des jeunes compagnons qui ont arrêté leur tour de France pour aller faire une école d'architecture. Et là, je pense que ça fera des professionnels qui vont avoir peut-être un autre propos, une autre façon de se positionner par rapport aux clients, par rapport aux autres corps d'État et par rapport globalement à l'écosystème de la construction, quoi. Ce qui était plutôt vrai il y a 60-70 ans. C'est-à-dire qu'en fait, avant, les disciplines étaient obligées de dialoguer ensemble, parce qu'il n'y avait pas cet emballement un petit peu. Et c'est un petit peu l'industrialisation de la construction qui a cassé ça. Et l'enseignement, les enseignements et les croisements en fait, disciplinaires dans l'enseignement peuvent, je pense, réparer ce qui a été un petit peu abîmé. Ce qui se faisait naturellement sur le chantier se fait beaucoup moins. Moi, je suis absolument d'accord et je pense qu'il y a une solution à mettre en œuvre qui existe, qui est faite dans d'autres pays. Alors bon, c'est sûr que quand on part avec une formation architecture et ingénieur énergétique, déjà c'est un super bon point. Et on a une culture aussi dans ce métier qui veut que justement on aille vers les autres disciplines parce qu'on sait très bien qu'on devra travailler avec tout le monde. En fait, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est qu'en cours de cursus, on fait des projets où c'est pas juste les étudiants en architecture qui font le projet avec, par exemple, des ingénieurs, mais c'est tous les corps de métier qui participent, par exemple, à des projets pour créer des logements pour des personnes en difficulté financière ou de la rénovation dans un endroit particulièrement difficile. Ça leur permet, dès l'apprentissage, dès les premières étapes, travailler ensemble, à se qualifier quelque part ensemble, alors que chez nous, c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a les pieds sur le terrain, qu'on commence à bosser, c'est là qu'on fait cette interopérabilité entre les différents corps de métier. L'autre réaction que j'ai, c'est aussi un peu par rapport aux inquiétudes qu'exprimait votre professeur. Oui, d'accord, il y a une patate chaude qui est... Voilà. Il y a aussi eu beaucoup de gens, faut pas se leurrer, c'est pas parce que les politiques n'ont pas pris les décisions que la génération de vos parents, de mes parents, il y en a pas eu beaucoup aussi qui ont été là pour préparer, pour alerter. Je veux dire, dans les années 70, on s'inquiétait déjà énormément. Simplement, il y a des choix politiques qui ont été faits, qui sont les mauvais, et aujourd'hui, on est beaucoup à hériter de ça. On a aussi des nouveaux outils, c'est qu'il faut pas non plus être dans la déprime. Oui, effectivement, on peut se lever le matin et décider de faire quelque chose, mais on a aussi des outils de pression énormes. On a des outils de pression en tant que consommateur. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui,
quand on est au début de sa carrière, on est aussi un consommateur. C'est-à-dire que bientôt, vous allez gagner de l'argent et vous allez vouloir aussi investir, etc. À ce moment-là, il ne faudra pas oublier d'être cohérent dans tous ces choix. Et c'est là qu'on impose finalement un changement de société. C'est dans chacun ces choix-là. Je sais que vous en êtes hyper conscient, mais il ne faut pas que ça vous déprime parce que vous avez aussi plus de force. Finalement, on n'avait jamais vu avant des étudiants de HEC se révolter contre le système qu'on leur inculque. Ça pourrait arriver dans toutes les formations maintenant parce que je pense qu'on a compris, peut-être grâce au Covid, que c'était sa vie qu'on a à vivre et plus finalement juste essayer de s'insérer dans un système. Et aujourd'hui, les entreprises, je parle pour les entreprises d'architecture, mais peut-être aussi pour les vôtres, quand on dit qu'on a du mal à recruter, c'est aussi la réalité d'avoir des gens qui sortent de leur diplôme, quel qu'il soit, des gens qui sont en reconversion aussi, qu'on fait secrétaire ou autre, et puis qui font une reconversion professionnelle, et qui viennent et qui disent « Ah ouais, mais je veux bien travailler, mais je veux pas faire plus de temps d'horaire. Je veux gagner ma vie de manière décente. » Enfin, il y a des exigences qui doivent être entendues des deux côtés. C'est-à-dire que des patrons qui, parce qu'ils sont pressurisés par un système économique où on leur dit tu vas réfléchir gratuitement, pressurisent leurs employés, c'est vous, il n'y a que vous en fait, quand vous arrivez dans les entreprises qui arriverez à changer cette mentalité. Parce que s'il y a plus personne à employer, on va bien être obligé de changer la façon dont ça fonctionne. Il y a beaucoup d'entreprises qui le sentent aujourd'hui également. Par contre, c'est sûr que si derrière, il y a une certaine désinvolture parce que oui, je sais que dans 2 ans je peux changer parce que j'ai déjà tant et tant de qualifications dans cette entreprise, je change, je saute, je vais à une autre, et qu'il n'y a pas derrière un engagement aussi moral, parce que si on veut changer les choses, il faut s'engager moralement. On n'y arrivera pas. Donc si je pense que vous avez des outils qui peut-être ont fait défaut à vos aînés, et en tout cas un courage, une détermination dans laquelle moi je doute pas. Ouais, et je voulais juste, merci pour cette belle intervention, et je voulais rebondir sur ce que quelqu'un a dit avant, parce que votre professeur a dit que vous n'étiez pas dans la partie génération de calories, mais plutôt dans la conception des bâtiments. C'est un rôle qui est super important en fait, parce que de ce que vous allez faire, penser, concevoir, ça va avoir ça va avoir une conséquence directe sur d'autres corps de métier. Et c'est vraiment important parce que autant dans la rénovation, on va composer avec un existant, mais quand on fait du neuf, on a tendance à penser aujourd'hui qu'il faut qu'on repense l'urbanisation de nos villes. Et il y a un sujet qui devient très préoccupant aujourd'hui, ou pas préoccupant, mais un sujet qui devient de plus en plus intéressant, c'est la mutualisation. Mutualiser les besoins, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur l'habitat ou sur les besoins de chauffage et de rafraîchissement, composer avec son voisin et son écosystème, de quoi tu as besoin, de quoi toi tu as besoin, de quoi moi j'ai besoin, et essayer de construire et concevoir des bâtiments qui peuvent être complémentaires les uns avec les autres. Justement, la géothermie répond très bien à ça, et je ne sais pas si on parle de digitalisation ou d'intelligence artificielle, mais dans la conception des villes du futur, l'intelligence artificielle, par le biais de la mutualisation, aura un rôle très important à jouer. Donc la conception même des bâtiments, là où vous êtes à la base, c'est primordial. Voilà. Mais justement, enfin, je pense que aussi bien Nicolas que Stéphane, vous pouvez aussi réagir par rapport à ça, parce que la question est systémique. Et on le voit bien. Alors c'est vrai que nous ne parlons pas à la place des jeunes, nous ne parlons pas à votre place. Et d'ailleurs, ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas une posture de sachant vers vous, mais plutôt un échange, un débat, parce que nous sommes conscients tous et toutes que il y a des changements profonds à opérer. Il n'y a pas simplement vous, mais je dirais les générations précédentes, l'ensemble des acteurs. On en parlait encore tout à l'heure sur justement ces centres de formation qui doivent être des lieux d'innovation, qui doivent être des lieux de concertation, de coordination pour changer. Alors on avait un débat ce midi entre l'usage et l'activité. Donc c'est un élément important. Donc il y a derrière les mots, il y a des modes de vie, il y a des comportements à changer, et c'est bien là qu'est la question. Et donc, mais je retiens en tout cas votre remarque pour une prochaine table ronde, de ne pas parler à la place ou pour les jeunes, mais vraiment de les associer à la démarche plus que ce que nous avons pu le faire jusqu'à présent. Mais alors du coup, Nicolas et après Stéphane. J'aimerais juste rebondir en fait sur ce qui s'est dit avant sur les inquiétudes. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, on a aussi beaucoup d'inquiétudes. On a aussi fait face à la crise du Covid. On fait face à une crise de pénurie de matériaux, d'inflation assez forte, et maintenant une crise énergétique. Il
faut pas non plus trop déprimer. Il faut voir dans chaque crise aussi une chance finalement de rebondir, parce qu'avec le Covid, on a pu mettre en place de nouveaux outils de télétravail, avec le plus ou le moins de du coup, il y a du négatif, du positif. La crise des matériaux nous oblige finalement à innover pour économiser de la matière. La crise énergétique, on doit trouver en un temps record des nouvelles solutions, parce que sinon, peut-être que cet hiver, on n'aura plus d'énergie pour produire. Donc toutes ces crises, finalement, je trouve ça assez grisant personnellement aussi de pouvoir y faire face et de trouver à notre échelle des nouvelles solutions. Donc bien sûr, il y a des inquiétudes à tout niveau, mais il faut se dire qu'on va devoir aussi trouver des solutions très rapidement. Et la deuxième chose aussi positive, votre professeur l'a dit, c'est qu'il y a plein de travail en perspective, et les entreprises vont se battre aussi pour vous recruter. Donc je sors un peu du sujet, mais je voulais avoir une note positive aujourd'hui. Il y a un petit message personnel quand même pour certains d'entre vous qui vouliez le contact de Nicolas pour les stages en Suisse. Il est là. Il vous propose un mail pour pouvoir postuler. Mais alors justement, là je vois l'heure qui tourne, mais on peut peut-être faire la transition avec Séverine par rapport à l'attractivité. L'attractivité, donc on en parle tout le temps, c'est, comme on se le disait aujourd'hui, nous manquons de bras. Quel que soit le secteur, nous manquons de personnes. Nous manquons de jeunes, essentiellement, mais pas que. Et nous manquons également de collaborateurs, alors on va appeler ça de nouveaux entrants dans le secteur de la construction qui ne viennent pas forcément de l'école, mais qui viennent d'autres secteurs d'activité. Mais vous, concrètement, qu'est-ce qui fait que vous lisez une annonce et vous allez vous dire, mais je veux rentrer dans cette boîte-là. Je veux intégrer cette boîte et je veux aller jusqu'à l'étape de l'entretien et de voir ce qui se cache derrière. Parce que c'est la vraie question, c'est que là on peut très bien. Enfin, j'ai des slides là j'ai du texte qui me permettent de dire clairement. Alors les jeunes veulent ça. Mais en revanche, ça c'est une vision qui nous est propre. Mais vous, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui dans une boîte ? Donc, pour faire cette transition aussi avec vous, là, on parlait du coup de tout ce qui était de cette patate chaude, etc. Dans ce qu'on peut entendre depuis le début, on entend beaucoup parler d'outils qui sont recherchés, de solutions qui sont recherchées aussi, qu'il faut trouver. En revanche, ce qu'on perçoit beaucoup moins en tant qu'étudiant, c'est au-delà de ce qui est recherché, de ce qui est fait. Et personnellement, en tout cas, c'est quelque chose que je vais rechercher dans une entreprise, c'est le fait de voir qu'elle est dans l'action et pas juste dans cette réflexion, mais vraiment dans un mouvement, dans un mouvement qui va vers l'avant. Et ça, c'est bête, mais on le voit peu. On le voit peu. Et effectivement, me dire que j'arrive dans une équipe qui est déjà en train d'avancer et qu'il faut pas lancer toute la machine, que ça va être une galère justement pour lancer les gens, pour faire évoluer les esprits dans l'entreprise. Quand on est nouveau dans une entreprise, on va pas arriver et dire allez, salut, c'est moi qui dis, on avance, on change. Voilà. Et c'est ça, pour moi, vraiment, c'est cette avancée qu'on perçoit pas. Donc, nous, pour répondre à la question, en fait, moi, je pense que notre intérêt, c'est vraiment que l'entreprise s'engage au niveau environnemental et en fait ait un discours cohérent. Donc, ok, on est d'accord que la technologie aide beaucoup avec les innovations pour trouver des solutions qui sont cohérentes et qui permettent au bâtiment avoir un meilleur bilan carbone, mais aussi faudrait trouver des matériaux qui sont plus locaux et que tout soit cohérent en fait, pas qu'on fasse qu'on sous-traite de trop à des choses qui sont un peu plus trop loin, à l'étranger. Oui, travailler sur l'économie circulaire, sur du biosourcé, du local. C'est je construis, je travaille sur un territoire, j'utilise les ressources de mon territoire pour décarboner la construction ou la rénovation. Oui, je pense vraiment que c'est la clé de tout ça en fait. Je pense que c'est la proximité avec ça permet de baisser le bilan carbone et d'utiliser des matériaux qu'on pourra produire plus facilement et à échelle locale, faire marcher l'économie circulaire, comme dit Antoine. Une réaction sur ce sujet-là ? Je pense qu'en fait, même si jusqu'à très récemment, beaucoup d'entreprises n'étaient pas conscientes de tout ça et n'avaient pas forcément cette philosophie-là, le contexte énergétique, le contexte politique actuel
a fait que, si aujourd'hui vous passez des entretiens, vous verrez que dans beaucoup d'entreprises, de façon urgente, ils rétropédalent pour justement réinstaller ces choses-là. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément dans la philosophie jusqu'à très récemment. Ce sont les choses qui font bouger, ce sont les situations actuelles qui font vraiment bouger très vite l'ensemble des entreprises, et on l'observe. Vous n'avez pas, je ne sais pas si vous n'avez pas pu forcément participer aux conférences qui ont eu lieu sur le Build and Connect, mais c'est vraiment ce qui ressort. Et on le voit dans la mise en place. Nous-mêmes, on n'arrive plus à vendre quelque chose si jamais on n'arrive pas à prouver aux fournisseurs, aux clients, que c'est fait localement. C'est vraiment, on est forcé actuellement par la situation. Donc ça, vous allez le trouver, même si c'est pas ce qui a été réalisé jusqu'à présent par la majorité des entreprises. Mais il y a vraiment un phénomène d'accélération qui se passe dans beaucoup de secteurs d'activité. Et moi, je voudrais rajouter que quand on ne le trouve pas, moi, quand j'ai créé mon entreprise, je ne trouvais pas cet engagement, en tout cas dans les entreprises d'architecture autour de moi, qui pouvaient m'employer par rapport au niveau de compétences que j'avais. J'avais commencé à l'étranger. Il ne faut pas hésiter à faire sa propre entreprise. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas l'engagement, c'est un peu comme Adrien tout à l'heure, il disait bien, il a fait lui-même la solution pour agir. Il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire que ça peut paraître effrayant, mais on va commencer dans un endroit, on monte en compétences, etc. Si on ne trouve pas cet engagement, c'est que c'est à vous de l'avoir pour les autres presque. C'est vous qui portez cet exemple. Et au moins, le soir, quand vous rentrez, vous pouvez vous regarder dans le miroir parce que vous savez que vous n'avez pas mis de cochonnerie dans ce que vous avez conçu, quoi. D'un point de vue énergétique, c'est pareil. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous. Sur l'économie circulaire, il n'y a pas plus local et délocalisable que la géothermie, parce qu'elle est vraiment sur place. On ne peut pas la chercher ailleurs. Il manque mon Bordeaux. Bon, qui veut changer de filière? Qui veut changer d'orientation pour passer sur la géothermie? Autre question? Oui. Ah, pardon. Non, vas-y. Moi, pour revenir à la question que vous avez posée, donc qu'est-ce qui me ferait aller vers votre entreprise? En fait, aujourd'hui, je vais regarder la proposition d'emploi et pas uniquement me dire, tiens, je veux travailler pas plus de 35 heures, je veux gagner minimum ça. Je vais voir si, en allant dans l'entreprise, je peux apporter quelque chose, une réflexion, voir si aujourd'hui on peut travailler vers des nouveaux horizons qui n'ont pas forcément été visités, si on va me donner ma part de responsabilité, et en fait voir si je sais pas trop comment expliquer, on va m'autoriser à, entre guillemets, proposer de nouvelles solutions, les tester, et puis pouvoir prouver finalement que ces solutions elles marchent, et ensuite faire évoluer l'entreprise dans son bon sens finalement, avec la part que j'avais au départ. Tu veux que ton avis soit pris en compte, c'est ça? En fait, oui, voilà. C'est tout à fait légitime. Hein. En fait, je pense qu'aujourd'hui, peu importe le niveau de diplôme qu'on a à la base, on veut tous être reconnus par rapport au niveau d'études qu'on a faites. Mais on peut voir, pour tous ceux qui se sont insérés avec à peine un bac ou certains un bac plus 2, là où ils peuvent se retrouver, mais c'est parce qu'ils ont eu envie de changer les choses. Parce que pour moi, ils ont eu envie de dire, tiens, cette chose-là, on n'a jamais cherché à la creuser, peut-être que ça peut marcher, peut-être. Et aujourd'hui, ces personnes, on leur donne la responsabilité de dire, tiens, tu vas pouvoir donner un avis plus important que les autres. C'est parce qu'à la base, c'est ces personnes qui ont proposé des choses qui pouvaient paraître bêtes, mais qui ont marché. Et tu as le sentiment que les personnes qui sont un tout petit peu plus âgées que vous, ou qui viennent de rentrer sur le marché de l'emploi, ils sont pas assez écoutés justement dans les entreprises dans lesquelles ils rentrent? Je pose la question vraiment sincèrement, parce que moi je suis en plein recrutement, donc ça m'intéresse vraiment, ces questions-là. En fait, je pense que nous, on nous prépare aussi à ça, c'est de nous dire, voilà, vous allez arriver peut-être dans une entreprise, que ce soit sur un chantier, dans un bureau d'études, dans un cabinet d'ingénieurs pour ceux qui continueront. Vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui ont 50 ans et qui vont vous dire directement, toi, t'es nouveau, tu t'occupes de regarder ce qui se passe. Et après, on voit en fonction de tes capacités si tu as le droit ou non de donner ton avis. Finalement, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Je comprends ta crainte, mais je pense qu'elle est en train de disparaître parce que ce que tu viens de dire, ça a été monnaie courante pendant
pas mal d'années. Et là, depuis, je dirais 4-5 ans, les mentalités sont vraiment en train de changer. Et ceux qui s'apprêtent à partir à la retraite ont conscience que la relève est en train d'arriver. Et c'est plus une transmission du savoir qui est en train de se mettre en place. Il y a un accompagnement assez évident qui se fait naturellement plutôt qu'une fracture en mode toi t'es jeune, tu sais pas, t'écoutes, t'apprends. Et quand t'auras montré ce que tu sais faire, je m'accorderai le temps de te transmettre des choses. Là, on est... Je pense que ça a été vu comme ça il y a 10-20 ans et qu'aujourd'hui ça évolue. Et on est là pour justement essayer de créer un lien plus fort entre les anciens du bâtiment et nous qui arrivons dedans, pour travailler ensemble. Voilà, l'intelligence collective, comme on le voit plusieurs fois avec nos profs, elle est plus forte que la somme des intelligences individuelles. Okay. Non, mais c'est très intéressant. Une réaction ? Vous venez d'anticiper ce que je voulais dire. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que c'est la formation qui est en avance sur les entreprises. C'est paradoxal parce que sur les questions qu'on est en train de poser là, en fait, personne ne sait. Et la place des formations, c'est de pouvoir poser les questions qui sont en devenir et d'avoir des éléments de solution vers les questions en devenir. Et je pense qu'il y a un vrai parti pris, quand on est en formation, d'aller chercher des questions du moment pour que vous puissiez, quand vous arrivez dans l'entreprise, pas répondre à des questions qu'on a déjà résolues, mais à des questions en cours. Et la décarbonation, ce sont des questions en cours. Personne n'a la solution de la décarbonation. On a des éléments de solution, sinon ça se saurait, ça serait déjà fait. J'étais à Réron, là. Moi je suis rennais. Je connais bien la team Solar Bretagne. On s'est croisés sur ces sujets-là. Et madame, quand vous interveniez sur les enjeux de travailler ensemble, je trouve on a fait travailler des BTS. Ça, le côté pluridisciplinaire, il faut faire attention, parce que c'est soi-même qui parcourons. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment on fait travailler des BTS avec des ingénieurs, avec des architectes, etc. C'est ça qui est intéressant dans le travail ensemble. Et moi, je suis rennais, donc je suis en train de travailler avec une commune qui est à Raon-l'Étape. Alors, vous connaissez peut-être, c'est pas très loin d'ici, mais en fait, dans leur solution de transition, quand on leur a montré comment ils pouvaient rentrer en transition, c'est de partir des solutions locales et de comment on reconstruit les solutions locales. C'est-à-dire que là, il y avait une industrie qui était de 30 à 40 ans, qui a périclité. D'ailleurs, ça leur fait plein de bâtiments partout, qui aujourd'hui représentent une charge. Donc on sent bien que l'enjeu de la réinterprétation des espaces qu'il y a là aujourd'hui devrait vous intéresser justement. Vous connaissez ces sujets-là, c'est un pays du bois, et tout de suite quand ils se sont dit oui, on a une forêt, comment est-ce qu'on va repenser la forêt pour pouvoir reconstruire nos communes, parce qu'on a réfléchi ça à l'ensemble de plusieurs communes, et comment on a les reconstruire une économie circulaire qui permet d'être dans cette trajectoire de décarbonation. Parce que je crois énormément à mettre les étudiants sur ce type de travail pour pouvoir ensemble, dans un bac à sable, pouvoir trouver les solutions. Alors bien sûr, les étudiants ne trouvent pas des solutions, je dirais, entre guillemets, réalistes, mais en fait, bien souvent, vous découvrez ce qui pourrait ne pas être réaliste, mais aussi ce qui pourrait être réaliste. Et là, on gagne beaucoup dans cette exploration-là, pour que les entreprises, à un moment donné, sur les entreprises, les collectivités, etc., puissent construire ces chemins. Et je pense qu'on n'utilise pas assez ça. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de tous les chantiers, comment on fait des chantiers écoles, comment on associe l'ensemble des acteurs, à la fois professionnels, mais aussi l'ensemble des étudiants autour de ces questions-là. Il va falloir que je fasse l'appui pour le Learning Lab, les workshops qu'on fait. Pour revenir sur ce que monsieur disait, en fait, moi je pense qu'il faudrait justement profiter du dialogue qu'il y a entre le début du cycle, avant qu'on construise un bâtiment ou qu'on le rénove, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand nous, pour notre bois, pour ce qui nous concerne, le bois, il passe d'abord par la scierie. Donc, pour la décarbonisation, c'est quoi pour la scierie? C'est, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, utiliser vraiment tout ce qu'on peut tirer du bois sans en jeter, sans vraiment utiliser. Voilà, on a la partie qui va servir pour les pièces, d'autres on va servir de tout le reste, ce qui partira pas dans le domaine de la construction pourra finalement être transformé en isolation. Ça rejoint la construction, mais on a une partie qui pourra peut-être être réduite dans le bois de chauffage, dans le pellet, dans autre chose finalement, pour créer ensuite un lien entre notre scierie, nous qui allons ensuite concevoir des bâtiments et, comme vous le disiez tout à l'heure, essayer de limiter la carbonisation justement en limitant nos transports, en réduisant un peu tous nos moyens pour l'écologie justement, et aller jusqu'à une discussion avec les personnes qui sont sur le chantier pour qu'elles-mêmes
trouvent des solutions pour également consommer moins d'énergie quand ils construisent, et jusqu'au bout du cycle, quand on va aménager nos bâtiments, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement ne pas avoir consommé trop d'énergie pour produire tout ce qui va être installé dans notre bâtiment. Je ne sais pas si vous voulez rebondir parce que je veux revenir à la question de base. Une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire, et je vois l'heure qui tourne, donc je vous laisse la parole, il va prendre un mot de conclusion après par rapport à la table ronde. Oui, du coup, par rapport à la question de base, qu'est-ce qui nous ferait aller vers une entreprise au regard de l'offre d'emploi? On a beaucoup parlé du fond. Moi, je suis tout à fait d'accord. On essaye un peu d'éviter le greenwashing comme on peut. Enfin, personnellement, dans mon cursus, j'ai fait 6 stages, donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais bon, c'est voilà. Mais au-delà du fond, il y a la forme aussi, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, je sais plus par qui, mais le fait que les jeunes maintenant, ils vont peut-être vouloir du télétravail, des horaires flexibles, travailler à 80%, parce que je pense que on n'a que ce mot à la bouche, mais le Covid, la crise du Covid, ça nous a aussi fait re-questionner notre équilibre vie pro, vie perso. Donc je pense que les entreprises, elles auraient à gagner d'être plus flexibles aussi dans la forme. Et c'est pas parce que on dit qu'on veut travailler 80% ou avoir des horaires flexibles qu'on va moins travailler ou qu'on est moins motivé, tout au contraire. Voilà. Je ne sais pas si c'est un avis partagé, mais dans mon cercle, en tout cas, c'est ce qu'on se dit. Alors, et votre avis par rapport à... Je vois que ça fait sourire, ça fait réagir. Votre avis par rapport à ça, que ce soit aussi bien en tant qu'entreprise indépendante, que ce soit un grand groupe ou une école? Je dirais, oui, j'y vais rapidement. En fait, nous, on est confrontés effectivement à ces demandes. Hein. Alors, on les entend, mais on est même confronté non pas sur les recrutements des nouveaux, hein, c'est carrément des demandes qui arrivent avec des collaborateurs qui sont déjà en poste. La difficulté, on est prêt à satisfaire celle-là, mais il y a une difficulté par rapport à l'adéquation par rapport au métier. Quand vous êtes sur un chantier, vous pouvez être occasionnellement en télétravail si vous devez préparer une programmation ou quelque chose comme ça, mais c'est difficile de garantir à quelqu'un sa journée de télétravail toutes les semaines. Il y a après, il y a vous citiez le job de commercial, ingénieur commercial, c'est sûr que c'est délicat. Alors, c'est des questions que l'on a, hein, non pas seulement sur les nouveaux recrutements, mais c'est des questions auxquelles on est confronté et pour conserver les collaborateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs à qui on ne peut pas accorder ça, mais ils souhaitent quitter l'entreprise pour aller faire autre chose, complètement. Je rebondis parce que je suis vraiment plein dedans et justement, moi je recherche actuellement, pour vous donner un exemple, un ingénieur commercial pour le forage géothermique en Ile-de-France. C'est un boulot où la personne va avoir des bureaux d'études, des architectes, des promoteurs, des bailleurs. Il prend une situation, qu'est-ce que tu as prévu pour ton bâtiment? Du gaz et de la clim, viens, on va faire une géothermie, on l'a fait subventionner, on accompagne le montage d'un projet géothermique. Dans une équipe qui est déjà dans l'action, donc on fait du forage tous les jours, on bosse, il y a une organisation qui est en place, on n'a pas attendu, le produit il est mature. On est engagé sur le plan environnemental puisqu'on décarbone toute la journée, on passe notre journée à décarboner. On travaille sur une économie circulaire puisqu'on fait du forage sur place. On prend en compte l'avis du collaborateur puisqu'il est autonome sur son secteur. On le place dans un écosystème où c'est un maillon fort de l'organisation. On n'est pas dans le greenwashing puisqu'on est vraiment dans le concret. On a des horaires flexibles et on peut faire du télétravail. Par contre, le gars qui vient et qui me dit le lundi matin je bosse pas, le vendredi après-midi non plus et tous les soirs à 17h je suis à la salle de sport. Mec, la porte, elle est par là, quoi. C'est pas possible, quoi. On peut être flexible sur plein de choses, mais pas sur tout, quoi. Donc, voilà, je vous dis franchement, j'ai pris en compte tout ce que vous m'avez dit. Je suis passé une 40aine de CV, j'ai fait 5 visios et j'ai pas trouvé l'ombre d'un candidat qui avait la ferveur de vouloir venir bosser dans l'organisation, quoi. Voilà. Donc, il faut voir aussi parfois l'autre côté, le problème de recrutement qu'on a. Et Dieu sait qu'on a besoin de matière, de ressources humaines, quoi. Donc, je rebondis sur un autre point, c'est Jocelyn tout à l'heure dans une autre intervention que vous avez faite. Vous donniez l'exemple des métiers, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la restauration,
qui ont décidé de quitter la restauration parce que bon, ça convenait plus à leur mode de vie. Et ils sont venus dans le bâtiment parce que dans le bâtiment, en réalité, l'avantage du bâtiment, c'est que vous travaillez du lundi au vendredi et vous n'êtes pas forcément bloqué le week-end. C'est ça, hein, Jocelyn. Sauf si vous êtes architecte. Ouais. Son compte. On voit son compte globalement. On voit son compte. Dans toute, dans toute position, il y a des choses positives, mais il y a effectivement des contraintes et je pense qu'il faut accepter certaines contraintes. Voilà. Après, c'est peut-être là où, voilà, on a du mal. Alors, bâtiment, si vous voulez vos week-ends, je vous le déconseille quand même relativement. Voilà. Alors, il y a un exemple, le week-end. Il y a un exemple de restaurateur qui s'est converti à la filière du bâtiment. Donc, impression. Dites-moi. Ouais. Alors, moi, le gros problème, c'était pas le fait de travailler en week-end, parce que le week-end, ça, pour moi, c'est pas un problème. Le point le plus que j'ai remarqué avec également d'anciens collègues qui ont également quitté la restauration, c'est le fait de bosser en coupure, en fait. Ouais. C'est le fait de se lever le matin à 8h, de travailler jusqu'à 15h, vous rentrez chez vous, le temps que vous rentrez, il vous reste 1h, 1h30 de pause, vous reprenez le soir, vous rentrez, des fois, il est 1h, 2h du matin. Donc, votre nuit est très courte et vous n'avez même pas l'après-midi pour prendre un rendez-vous ou faire des courses. Donc c'est surtout ça qui a fait que la restauration a beaucoup empathie. C'est pas ça. Non. Par contre, j'avais une question sur la géothermie. Et ça, je comprends les contraintes de la restauration. Vous avez dit auparavant que la géothermie, ça ne représentait aucun risque. Alors moi, j'ai juste un exemple qui me vient en tête. C'est un village alsacien où il y a eu un forage de géothermie qui a justement fragilisé la fondation du village. Le site s'appelle L'Orvillers et pour couper court à tout dégât, c'est une entreprise qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas déclaré ses travaux, qui n'a respecté aucun processus, qui est totalement en dehors dehors des clous. Si tu veux, t'as des mauvais dentistes, des mauvais restaurateurs, t'as des mauvais foreurs aussi. Et là, pour le coup, si le bonhomme avait eu le moindre bon sens de déclarer ses travaux, qui est la base quand on fait une opération de forage géothermique, il aurait reçu une contre-indication et on n'en serait pas là. Donc, à force de vouloir tirer les prix, toute maîtrise d'ouvrage doit être sachante et nul n'est censé ignorer la loi. S'il avait pris un foreur qualifié, français, compétent, ce ne serait pas arrivé, point. Okay. Voilà, par contre, tu vois, je veux dire, quand t'as une marée noire dans la Manche, t'arrêtes pas de chauffer au gaz, quoi. Donc, voilà. Au pétrole, pardon. Ouais. Alors, il y avait encore une question ? Ouais, une question, Olivier ? J'ai une petite question. Je vous ai pas mal écouté. Je me pose une question très pragmatique. Est-ce que finalement, faire du business, c'est compatible avec ces enjeux de décarbonation dont on parle réellement? Ça dépend les business. Tous. Non, parce que ce que proposaient les jeunes avec un 80%, ça permet de réduire l'activité humaine, de ralentir le rythme. Non, mais c'est bon, je vais finir comme ça. D'accord. Et je trouve que là, on a une confrontation de deux entités, l'ancienne garde et la nouvelle garde. Et de se dire, je vais bosser moins, mais mieux. Et moi, je fais partie de l'ancienne garde. Je sais pas si je dois être dedans, je me sens pas si vieux. Pardon, non, mais par rapport au discours de l'embauche de tout à l'heure, ça reste quand même quelque chose de très structuré. Vous avez sûrement raison. Il faut y aller, il faut gagner de l'argent, il faut gagner sa journée. Là, de ce que j'entends, moi, des jeunes, c'est plus quelque chose de plus souple, de plus fluide et de moins dans le business. Voilà, moins business. Moi, j'ai une réponse très, on va dire, à échelle toute petite. C'est-à-dire que quand on fait un choix d'entreprise, ce choix du business est le premier. Est-ce qu'on choisit de s'insérer dans une entreprise, on va grandir dans l'entreprise, on cherche une certaine stabilité, on se dit, mon chemin de vie, ça va être, je vais gagner un salaire de temps, il va augmenter, je vais rester dans la même boîte. On n'est plus dans ce système-là. De la même manière, certaines entreprises continuent à se dire, moi, le but de mon entreprise, c'est de monter en capital, c'est ce qu'il faut faire. Donc, le choix, il est fait tout au début. Quand on crée son entreprise, normalement, on sait déjà vers quoi on tend. Et hélas, pour être cohérent face à ses priorités et aux priorités environnementales, je suis pas la seule à cette table, je pense, qui a fait aussi des choix qui font que je roule pas dans une voiture dernier cri, qui font que voilà, aujourd'hui par exemple, j'investis pour ma propre toiture photovoltaïque, alors que je devrais être servie depuis longtemps, vu que c'est aussi une des réponses que je propose à mes clients. Je peux le faire que aujourd'hui, à 43 ans. Donc oui. On peut faire du business parce que je me plains pas de la façon dont je vis, mais je fais des choix
Et c'est certain, c'est pas dans le temps, là, du coup, parce que je suis obligée de consacrer beaucoup de temps à mon business, mais c'est dans le fait que je vais pas rouler sur l'or. Par contre, oui, je peux être heureuse de ce que je fais parce que c'est cohérent d'un bout à l'autre et je pense que ça, à la petite échelle, ça aide. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est faire l'effet boule de neige, augmenter ça pour que pour les grosses entreprises, elles puissent à la fois, quand même vivre, générer du profit. Le profit, c'est pas un gros mot, tant que c'est pas au détriment de l'environnement et des usagers. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Vous pouvez faire du business avec une éthique, ça marche très bien, c'est compatible. Mais c'est ça, et c'est d'être cohérent avec ses valeurs. D'être cohérent avec ses valeurs. Bon, alors, oui, mais c'est... Allez, posez la question. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'il y a aussi un petit biais de ce que j'entends justement, une petite remarque. Moi, je viens d'Avignon, il y a 30% de chômage. La préoccupation numéro 1 à Avignon et à Marseille, c'est pas savoir si on a du télétravail, c'est savoir si on a du travail. Donc il y a aussi un petit biais quand même, juste que je voulais mettre en valeur. Pour beaucoup de gens dans ce pays, la préoccupation numéro 1, c'est juste d'avoir un salaire. Point. Les autres... Et c'est malheureusement, je rappelle, 50% des gens vivent avec moins de 1008. Donc c'est quand même une grosse partie de la population qui juste va avoir de l'argent, quoi. Un peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à l'heure, on parle beaucoup des enjeux climatiques. Pour moi, il y a vraiment deux choses qui vont alors non seulement m'attirer dans une entreprise, mais que si elles y sont pas, je vais avoir une répulsion envers cette entreprise. C'est la considération climatique, mais aussi la considération sociale. En ce moment, alors suite à cette crise du Covid, avec toutes les réformes qui peuvent passer, que ce soit politique ou autre, on va pas s'étendre sur ce sujet, mais il y a clairement une remise en valeur des conditions sociales, alors que ce soit des ouvriers, que ce soit des employeurs, des cadres, etc. Donc moi maintenant, dans ma situation, je me dis tiens, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et certains, je comprends tout à fait qu'ils aient envie de travailler effectivement avec des situations adaptées, donc en télétravail ou autre. Mais pour moi, c'est leur façon de répondre justement à ces enjeux sociaux. Donc maintenant, j'entends effectivement qu'il y a des enjeux pour les entreprises financières et autre chose, mais alors bon, j'ai moins d'expérience que certains, même que beaucoup ici, c'est-à-dire que ma seule expérience du professionnel dans le bâtiment, ça a été le stage que j'ai fait l'année dernière de 6 semaines, ce qui est relativement restreint, mais de ce que j'ai vu, moi, j'ai vu des ouvriers et des mecs au bureau d'études qui travaillaient 10 heures par jour jusqu'au vendredi, donc ça leur faisait beaucoup d'heures, et qui à côté de ça, quand ils demandaient, quand ils parlaient à leur entreprise, donc c'est peut-être un cas exceptionnel, j'étais dans une entreprise, il y a de tout, mais qui vraiment, il y avait cette volonté de toujours aller plus loin, de toujours pousser plus loin, et à un moment, effectivement, il y a des gens qui craquaient, et qui allaient travailler finalement dans un camping, et qui n'étaient pas du tout, j'ai eu l'exemple d'un collègue, mais c'est des choses où je trouve qu'il n'y a pas cette mise en valeur, il y a des travailleurs. Actuellement, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les plus anciens, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont capables d'y aller. Maintenant, il y a aussi un ras-le-bol de se dire, tiens, ça que ça existe, ça devient insupportable. Ça devient insupportable maintenant, alors on en parle de plus en plus, mais c'est, je pense, cette peur qui peut peut-être inciter certains à demander moins, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont devoir donner plus. Alors, juste dans le bâtiment, il y a quand même un truc qui est cool d'un point de vue économique. J'en parle quand même souvent, parce que je suis le seul avec... la plupart des réunions que je fais, je suis seul à avoir transporté des agglos. Le chef d'entreprise dans le bâtiment, la plupart du temps, il est solo, il est tout seul. Au pire, il a un collègue avec qui il travaille. Et l'indicateur de performance que l'entrepreneur a, c'est pas l'EBITDA, c'est pas la marge ou quoi, c'est le calendrier, c'est l'agenda. C'est son taux de remplissage de son agenda à 6 mois, à 1 an et demi. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que, je le dis à chaque fois, un entrepreneur, une fois qu'il a considéré que sa journée est remplie, il préfère aller au PMU plutôt que choper un chantier ou deux en plus, pour faire plus de profit. Je rebondis donc sur la partie, est-ce qu'on est obligé de faire du business? On est obligé de gagner sa vie, oui. Par contre, est-ce qu'on est obligé de faire systématiquement dans une recherche du plus? Non, absolument pas. Dans le bâtiment, on ne fait pas avec une recherche du plus. On est quand même contraint par des horaires qui nous sont imposés par nos clients. Un maître d'ouvrage, vous n'allez pas l'embêter à 23 heures. Donc on a de 8 heures à 18 heures, grosso modo, on peut intervenir. Au-delà et en dessous, c'est compliqué. Donc on génère le profit qu'on peut générer sur cette petite tranche-là. Et dans le bâtiment, il y a moins ces écarts, quand même. Déjà, ces écarts de salaire sont relativement sont quand même moins importants. Et ces écarts de responsabilité, encore moins. Lorsque vous travaillez à 2 avec un apprenti, il y a quand même une proximité entre les 3 membres qui font que c'est
plus agréable à travailler. Mais ça travaille dur, quoi. Vous savez bien. Bon, bah, ça sera le mot de la fin, parce que moi vous comprenez, je suis en heure sup là, depuis 20 minutes. Donc, non, je fais ça. Donc merci à vous. On aurait pu continuer le débat encore longtemps. Donc, j'espère que cet échange, ce débat était aussi riche pour les uns que pour les autres, que pour la nouvelle génération, que la génération, je dirais, actuelle ou la génération que nous sommes. Donc, merci à vous. Oui, je peux juste leur dire qu'on organise tous les ans des workshops avec différentes disciplines, des designers, M. Champel pourra témoigner, des designers, des architectes, et puis on aimerait bien inclure et les menuisiers, et les bâtisseurs, et les constructeurs, pour qu'il y ait une interdisciplinarité avec la prospection, la conception créative prospective. Donc, bienvenue au Living Lab. J'en profite, dernier mot, sur le projet qu'on a des ambassadeurs. Si jamais ça intéresse quelques-uns d'entre vous, justement, pour donner son avis et voir un peu comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer la démarche, je suis preneur. Donc, il y a une partie de mon nom ici. Voilà. Et si jamais la closing note a déjà démarré depuis 10 minutes, mais si vous voulez la retrouver, c'est la dernière conférence de Building Connect. Elle est en conférence K5, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.